en 5 secondes. Là, on est en ligne. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Vous me confirmez? Bonjour Sarah, bonjour Fanny. Moi, je t'entends. Donc, je pars du postulat que tout le monde t'entend. Ouais, on me confirme dans le chat. Oui, on t'entend. Merci. Merci pour votre confirmation. On va attendre 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. On est déjà une dizaine. On commencera à midi 4. Très bien. Bonjour ceux qui viennent d'arriver. Bonjour Sylvain, bonjour Thierry. Bonjour Christian. On commence dans 1 minute. Très bien. Donc on attend encore les derniers à se connecter. Et on lancera et les autres vont nous rejoindre. On commence, Loardi? Très bien, on commence. Eh bien, parfait. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur le sujet, sur une question en fait de comment réduire vos coûts de maintien en conditions opérationnelles sans compromettre la qualité. Alors moi, c'est Hamza, je suis consultant chez Telis et avec moi, il y a Loire. Je fais juste un point au tout début pour la partie technique. Donc, vous avez en haut à droite des boutons qui vont vous permettre d'envoyer des messages. Il y a déjà du chat qui arrive pour dire bonjour et OK. Bonjour Damien, merci pour votre message. Je vais connecter des problèmes, il y a apparemment... D'accord, OK. Merci Damien qui nous rappelle qu'on peut rafraîchir la page pour avoir une meilleure connexion. Et donc, il y aura le chat pour poser vos questions et vous allez recevoir un sondage, je crois au troisième, quatrième slide et vous pouvez y répondre dans la partie sondage. Et je passe la main à Loardi pour la suite. Très bien. Donc, voilà. Alors, très brièvement, Telis, c'est un cabinet de conseil spécialisé en assistance à maîtrise d'ouvrage sur les projets IT, donc en business analyse, gestion de projet, mais également en IA appliquée aux projets IT. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc, je te laisse la main sur le sondage. Comme ça. Oui, je vais vous lancer un premier sondage juste pour voir si vous êtes familier ou pas avec le sujet de MCO, ce qu'est l'impact chez vous dans votre organisation. Donc la question c'est, êtes-vous familier avec le sujet de MCO? Et vous avez les réponses de oui, ça fait partie de mon périmètre. J'entends parler, mais je n'ai pas tout compris de ce que me dit ma DSI. Je l'ai dans mes budgets, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Non, je découvre. Eh ben, on a des gens, on a 50% des participants qui, dans le périmètre,
Et la MCO, et le MCO, on a du oui et on a 17% qui dit non. Encore 10 secondes pour répondre, le temps d'avoir tout le monde. Ah, voilà. Et ben, on est sur ces taux. Ben, on a des gens qui sont en liaison, qui touchent à du MCO. Eh ben, c'est parfait. Merci pour votre participation. On va passer à la suite avec du concret avec Edward. Donc, pour récapituler ce que je comprends, donc environ 80% qui sont bien familiers avec le sujet et environ 20% qui ne le sont pas forcément. Exactement. Donc, pour ceux qui ne le sont pas forcément, le MCO, c'est maintien en condition opérationnelle. Donc, pour résumer, lorsqu'on construit un projet informatique, une application, un système, il y a toute une phase de construction, de conception, de développement, de test. Donc, c'est ce qu'on peut appeler la phase de build. Et après, il y a la phase suivante, c'est vraiment d'usage qu'on peut appeler de run. Et durant cette phase de run, il y a le fait de faire en sorte que ça fonctionne toujours correctement. Donc, ce qu'on peut appeler le MCO, le maintien en condition opérationnelle, faire en sorte que ça continue à toujours tourner correctement, sans interruption de service, etc. Voilà, pour faire très très bref. Et alors, donc sur voilà, l'objet de cette conférence, c'est de voir comment améliorer cette phase, non pas de construction, mais cette phase de run, donc d'exploitation, de maintien, donc en bon fonctionnement. Alors, on va regarder des pratiques très concrètes pour bien mener ça. Et là, dès le départ, on pose des choses qu'on ne va pas aborder, les sujets d'infra et de cybersécurité, des normes internationales sur le maintien en conditions opérationnelles comme l'ISO 22301. On va pas parler de PCA, on va pas parler de PRA. Mais on est dans le sujet du BCMS, quoi, c'est l'équivalent anglo-saxon quelque part du MCO. Voilà, donc là on va être sur pas faire de la théorie, mais être sur des choses très 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 pratiques et très opérationnelles. Voilà, on peut passer à la diapo suivante, Hamza. Alors on va essayer dans un premier temps de récapituler. Voilà, c'est une synthèse de notre point de vue de ce que sont les objectifs du maintien en conditions opérationnelles. Alors voilà, mon point de vue, c'est que il y a un premier objectif, c'est de faire en sorte de subir le minimum d'anomalies. C'est-à-dire que une fois qu'on est en fonctionnement, qu'on est en run, eh bien, idéalement, c'est de ne pas avoir d'anomalies. Alors, il y en aura toujours. Plus elles sont mineures, mieux ce sera. Mais voilà, l'un des premiers objectifs, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas ou qu'il y ait le minimum de façon justement à ne pas être en difficulté, ne pas avoir à en corriger ou en corriger très peu et des masses. Voilà, ça c'est le premier objectif. Un deuxième objectif, c'est quelque part de réduire ou de limiter l'activité de rework. Rework, c'est de refaire un travail déjà fait. C'est-à-dire qu'on a conçu, on a délivré quelque chose, qui au final ne répond pas exactement aux besoins et donc il faut retravailler. Donc on fait, on défait, on refait. Donc au-delà des anomalies qui peuvent survenir, il y a le fait d'éviter l'objectif d'éviter de refaire des choses, donc quelque part d'éviter le gaspillage. Voilà, ça ce serait le deuxième objectif du maintien en condition opérationnelle. Maintenant, troisième objectif, c'est voilà, l'anomalie survient ou l'évolution, il y a de l'évolution à réaliser. Et donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que ça puisse se faire au moindre coût déjà et dans un délai court. C'est-à-dire que lorsque l'anomalie survient, il n'y a pas un effort incommensurable à la comprendre, à diagnostiquer la chose et un effort incommensurable pour comment dire, l'analyser, la corriger. Et de la même façon pour une évolution. Et alors, on en parlera tout à l'heure, mais je vais quand même anticiper un petit peu. Pourquoi on en parle ici, c'est parce que souvent, quand on est dans l'activité dans la phase là, de MCO, phase de run, eh bien, et qu'on a des corrections, des évolutions à faire qui apparaissent, eh bien, il s'agit de comprendre la chose et de la comprendre par rapport à l'existant. Et il s'avère que souvent l'existant n'est pas
spécialement documentés ou pas suffisamment. Et donc cela entraîne un travail quelque part qu'on peut appeler, qualifier d'archéologie. Donc il faut vraiment faire une fouille dans les cerveaux des uns et des autres qui ont une vue parcellaire de l'information, une vue plus ou moins juste, voire devoir aller faire des tests avec l'application pour essayer de recomprendre comment les choses fonctionnent, pour retrouver quelque part des règles de gestion qui peuvent être enfouies, voire également faire l'archéologie au niveau du code. Donc voilà, quelque part, le troisième point également est un sujet très très important. Donc faire en sorte de ne pas être, entre guillemets, on pourrait dire, en souffrance lorsqu'il s'agit de traiter une demande de correction ou une demande d'évolution. Voilà les trois objectifs. Alors on peut en rajouter d'autres, mais on va s'intéresser à cela. Voilà, donc Hamza, on peut passer à la diapo suivante. Alors donc, comme je l'avais évoqué précédemment, donc on va être dans une logique de présenter une démarche vraiment très concrète, très pragmatique. Donc on va aller dans le vif du sujet. Donc la première, en quelque sorte, méta pratique, c'est de faire en sorte d'avoir des bonnes spécifications, une bonne spécification. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà des besoins qui soient bien compris. Donc, si on n'a pas bien compris les besoins, ça va se retraduire dans des spécifications qui ne traduisent pas correctement les besoins. Et derrière, ça peut franchir les barrières de recettes et ça peut au final se retrouver en production sans que ça corresponde aux besoins. Et donc, derrière, ça va entraîner du rework, des demandes d'évolution, ou ça peut être vu également comme des corrections. Mais en tout cas, voilà. Donc, il est quelque part essentiel d'avoir une bonne compréhension des besoins, c'est-à-dire des besoins non altérés dans leur compréhension. Deuxième point, c'est qu'ils soient bien formalisés, c'est-à-dire qu'ils soient clairs, concis, etc., pour faciliter l'exercice. Et rien que le fait qu'ils soient bien formalisés, ça va permettre par la suite de plus facilement réutiliser la documentation qui est produite. Un troisième sujet également, donc quand on parle de bonnes spécifications, c'est de faire en sorte, ce qui n'est pas forcément un exercice facile, de faire en sorte d'arriver à ce que les métiers vraiment aient lu les spécifications, les aient lues, qu'ils se les soient appropriés et donc qu'ils les aient validés en connaissance de cause. Et pour cela, il y a un prérequis, c'est qu'il y ait vraiment une clarté dans l'écriture et que l'écriture, la formalisation ne soit pas technique, on va dire, mais qu'elle soit dans un langage utilisateur. Donc voilà, donc le fait d'avoir des besoins bien compris, bien formalisés et vraiment validés par les métiers, ça va favoriser le fait qu'il y ait une conformité des livraisons applicatives, des releases, aux besoins. Déjà la première. Donc le fait qu'il y ait cette conformité derrière, mathématiquement, ça va réduire la quantité de rework. Et donc, ça va réduire le coût de MCO. Donc voilà, donc l'importance d'avoir de bonnes spécifications. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, voilà. Donc là, avant d'enchaîner, donc quelque part la MCO, on s'anticipe. C'est pas une fois qu'on est en run qu'on va se poser des questions de MCO. Donc anticiper la MCO, c'est dès le départ avoir des spécifications convenables. Et c'est également, ça situe également le traitement de la MCO, ça s'anticipe et ça se traite également au niveau de la recette. Et la recette, là, il s'agit de faire une bonne recette. Alors, ça va être quoi, une bonne recette? Ça va être déjà d'avoir des cas de tests qui soient établis. Donc, des cas de tests, des scénarios de tests qui soient établis et non pas faire des tests de manière empirique. Le deuxième point qui est important, c'est ces cas de tests, de les produire, de les fournir au plus tôt. Donc, ne pas attendre, on va dire, la fin des développements au moment où on se pose des questions de recettes pour rédiger ces cas de tests. Donc, idéalement, les cas de tests, ça devrait être un input au même titre que les spécifications, un input pour le développement. Donc, idéalement, c'est donc d'avoir rédigé ces scénarios, ces cas de tests, avant même que la première ligne de code soit rédigée. Donc, scénario de test, cas de test, bien entendu, accompagné de jeux de données.
Voilà, donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement important pour favoriser une bonne recette et donc derrière en bénéficier avec une réduction de l'effort en MCO. Donc, il y a une autre pratique qui est extrêmement intéressante, c'est d'avoir une traçabilité entre les exigences, donc les besoins tels qu'ils ont été formalisés, exigences, user story, etc., et règles de gestion et le codage. C'est-à-dire, la traçabilité, elle va s'opérer comment? Elle va s'opérer au niveau du code, donc en indiquant dans les portions de code concernées, cette portion de code-là, elle traite, elle implémente quelle exigence, quel numéro d'exigence, l'exigence 251, la user story telle, etc. Et donc, voilà, c'est ça la traçabilité entre exigence et code. Donc, ça va favoriser la maintenance, qu'elle soit corrective ou évolutive, parce que il est plus facile de décrypter les choses en faisant le lien entre le fonctionnel, c'est-à-dire les exigences, les user stories, et le code tel qu'il a été implémenté. Donc, une troisième pratique également qui favorise, la recette, mais également par la suite les anomalies qui peuvent être détectées en période de run, c'est d'avoir une traçabilité entre l'anomalie et l'exigence, c'est-à-dire pouvoir, au moment où on déclare une anomalie, d'indiquer sur quelle exigence elle porte. Quelque part, quelle est l'exigence qui n'est pas satisfaite parce que sinon, déjà, ça va faciliter la correction, mais des choses, mais également, ça permet de mieux qualifier un ticket, parce que le ticket peut être exprimé comme étant une anomalie. Or, s'il ne pointe pas sur une véritable exigence qui a été formalisée, exprimée, ce serait potentiellement plutôt une évolution et non pas une anomalie. Donc voilà, ça permet donc de faciliter la qualification et la qualification des anomalies et par là même l'interaction, on va dire, métier IT. Donc, pour réduire, on va dire, les polémiques qu'il peut y avoir entre la gestion d'un ticket, est-ce qu'on le met on le classe, est-ce qu'on l'arbitre en tant qu'anomalie ou en tant qu'évolution. Donc, ça donne un critère objectif de classement. Donc, voilà. Voilà, cet ensemble de pratiques, alors il y en a d'autres, mais là, c'est vraiment quelques-unes qui sont essentielles, sur la recette, vont favoriser donc la réduction du coût de MCO. Réduction du coût, mais également des délais. Voilà. On va avoir une meilleure réactivité, que ce soit pour traiter les corrections comme pour traiter les évolutions. Maintenant, l'autre élément également, troisième point, c'est d'avoir une bonne documentation. Donc, une bonne documentation, alors souvent, ça peut être vu comme étant une panacée, donc quelque chose qui est une illusion, qui n'est pas atteignable, mais ça fonctionne, ça existe. Donc, une bonne documentation, c'est quoi? C'est une documentation déjà qui est à jour. Donc, pas une documentation qui date de 2-3 ans et entre-temps, il y a eu beaucoup de changements. C'est également une documentation qui est fidèle, c'est-à-dire qui traduit la réalité des choses. Donc, il n'y a pas de distorsion entre la documentation et le système qui fait l'objet d'une MCO à un instant T. Et il y a également une notion de couverture, c'est-à-dire que ça couvre suffisamment le périmètre et aussi le bon niveau de profondeur. Donc, avoir un niveau de détail suffisant et pertinent. Donc, voilà le sujet de la bonne documentation et quelque part, donc, le fait d'avoir une bonne documentation, ça va éviter l'écueil, la problématique que j'avais mentionnée précédemment, qui est de se retrouver à faire un travail d'archéologie. Voilà, aller fouiller dans la tête des uns et des autres, trouver quels sont les bons sachants, et une fois qu'on les a, ils vont avoir l'information de manière parcellaire, il va falloir faire un effort de compréhension, etc. Donc voilà, tout ce travail d'archéologie va concerner les anomalies comme les évolutions et va permettre donc le fait de l'éviter va permettre de réduire donc les délais comme les coûts donc de MCO. Donc voilà, donc c'est l'idée fondamentale d'avoir une bonne documentation, c'est vraiment d'éviter ce travail d'archéologie, de faciliter quelque part le travail à la fois en analyse mais également quelque part en développement. Alors, après, on peut schématiser les projets entre ceux qui sont en cycle en V, ceux qui sont en agile. Il y a également hybride.
Alors, donc, sur ceux qui sont en cycle en V, donc là, vraiment, le prérequis fondamental, c'est les spécifications initiales euh, qui doivent être d'un haut niveau de qualité pour pouvoir être entretenues derrière. Donc, le fait que on est en entrée des développements, ou en tout cas en fin de spécification, des spécifications de qualité faible, c'est-à-dire avec des trous dans la raquette, non structurés, des exigences non clairement identifiées, avec de la redondance, sans concision, avec voilà, des difficultés de compréhension de lecture, ça ne va pas favoriser l'entretien de la documentation, puisqu'il y aura un palier très très fort à franchir pour passer de cette documentation, on va dire, abrupte à une documentation qui soit facile, qui soit digeste. Voilà. Là, c'est quand on est dans un contexte de cycle en V. Maintenant, quand on est dans un contexte agile, donc là, le système est construit comme quelque part un oignon avec les pelures, donc les différentes couches, différentes stratifications. Et les user stories ou les tickets, les items de backlog, ce qu'ils ont tendance à exprimer, c'est quelque part un changement par rapport à une situation précédente. Donc, c'est un delta. Et donc, la vision du système actuel, c'est la somme des deltas. Et donc, et comme il n'y a pas forcément de lien entre un ticket et les tickets précédents concernant le même sujet fonctionnel, et donc là, ça devient difficile comment dire, de comprendre les choses. Et donc là, le travail d'archéologie devient très, très complexe. Et donc, pour pallier à ça et donc avoir une documentation dans un contexte agile qui soit à jour, ça nécessite voilà, un effort important donc dans la mise en place d'un processus cadré qui permet de mettre à jour, d'entretenir la documentation à chaque sprint. C'est-à-dire, voilà, il y a X tickets qui sont validés pour le sprint, qui vont être implémentés. Eh bien, les tickets entraînent une mise à jour d'un repository qui contient donc la documentation fonctionnelle reflétant l'état du système. Et donc, à partir de là, on a toujours une documentation qui est à jour. Donc voilà, c'est un process vertueux qui peut être vu comme introduisant un surcoût. C'est pour ça que c'est pas souvent utilisé, mais le ROI est largement en faveur de cette approche par rapport au coût et délai que derrière ça entraîne durant l'activité de run, donc dans le cadre du MCO, du maintien en condition opérationnelle. Donc voilà pour résumer là, le sujet des bonnes pratiques relatives à la bonne documentation impactant le maintien en condition opérationnelle. Donc maintenant, pour résumer, donc il y avait la première famille de pratiques, c'est d'avoir des bonnes spécifications. Donc on est dans l'anticipation, une bonne recette, on va pas décliner ce qu'on a vu précédemment, et une bonne documentation. Donc avec voilà ces trois familles de pratiques, quelque part on construit les fondations d'une MCO saine et sereine. Donc voilà pour l'essentiel. Je pense que on a été jusqu'au bout. Voilà. Et on peut peut-être passer aux questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre dans le chat. En haut à droite, vous avez une petite icône chat participant. Deux questions. Vous utilisez quel KPI pour piloter la MCO? Comment organiser une gouvernance efficace autour de la MCO? Donc, alors on peut déjà commencer à parler de KPI. Donc, KPI, il y a les premiers qui sont assez basiques. C'est le nombre d'anomalies ventilées par niveau de gravité, mineure, majeure, bloquante.
Il y a un autre KPI, ce sont les charges, donc le temps consommé sur les anomalies. Il y a une autre mesure également, notre KPI, c'est le délai. Et donc, après, avec donc ces KPI-là, après, ils peuvent être ventilés par, on va dire, périmètre fonctionnel au sein d'un système d'information, d'un applicatif. Donc, par exemple, commande, achat, stock, etc. Donc, par domaine fonctionnel. Donc, il y a une dimension d'analyse qui est donc le domaine fonctionnel. Il y a une dimension d'analyse qui est le temps, voilà, la chronologie. Donc, avec des comptages journaliers, hebdomadaires, mensuels. Donc, de ces mesures, de ces KPI. Voilà ce que je pourrais vous dire en bref sur les KPI. Alors après, comment organiser et donc la même chose pour les évolutions. Donc c'est les mêmes mesures qui peuvent être suivies, les mêmes KPI. Comment organiser une gouvernance efficace autour de la MCO. Là-dessus, j'aurais besoin de plus de précision. Donc, alors bien sûr, il peut y avoir des instances qui s'organisent, comment dire, par exemple mensuellement, pour voilà mesurer quelque part, suivre ces indicateurs, mais également pour faire les arbitrages, donc la priorisation, en particulier des évolutions. Voilà donc ce que je pourrais dire en très bref. Oui, c'est sur les instances et les arbitrages. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les mettre sur le chat. Des questions de clarification par rapport à ce que j'ai pu exposer. Donc, s'il y a des éléments qui sont pas suffisamment clairs ou pas suffisamment détaillés de votre point de vue, donc je serais ravi d'apporter les compléments d'explication ou clarification qui seront nécessaires. Voilà. On va laisser une petite minute et s'il n'y a pas de questions. Alors, pour aider à poser des questions, je ne vais pas les poser moi-même. Donc, mais voilà, vous pouvez poser des questions par rapport à ce qu'on a pu voir. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est l'anticipation déjà au niveau des spécifications, faire en sorte d'avoir des bonnes spécifications, ce qui va favoriser l'activité de MCO. On a vu également des pratiques au niveau de la recette pour faire en sorte de rendre la recette robuste. Donc, s'il y a des questions ou des remarques sur cette famille de pratiques, ce sera un plaisir d'échanger là-dessus. Et la dernière famille qui était, alors Hamza, est-ce que tu te rappelles la dernière famille? J'ai un petit trou de mémoire. C'est la documentation. Donc, voilà. De garder une bonne documentation, de toujours mettre à jour les documents correspondant à notre système d'information, que ce soit au niveau des nouvelles anomalies qui vont arriver, donc de les lier à des exigences slash fonctions, ou par rapport à tout changement. Je ne sais pas si on peut entrer un peu plus en détail sur les commentaires, je l'ai vécu, des commentaires qui vont accompagner, qu'il faut mettre avec le code pour expliquer à quoi correspond chaque partie du code et pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Bah, le code, donc il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc déjà, il y a du commentaire technique et du commentaire fonctionnel. Donc on va pas rentrer dans le commentaire technique, mais il est important de distinguer les deux et voir dans la manière de les baliser au sein du code, de les marquer, de faire cette distinction entre technique et fonctionnel. Donc après, pour la partie fonctionnelle, il y a deux vues des choses. Il y a une première vue des choses, c'est de considérer que il y en a qui sont dans cette école-là, beaucoup d'auteurs, de chercheurs qui sont dans la logique de faire en sorte que toute la documentation soit embarquée dans le code. Donc, et ne pas avoir à se référer à une documentation extérieure. Donc,
Et donc à ce moment-là, voilà, donc il y a beaucoup d'écriture fonctionnelle au sein du code. Et il y a une autre école, c'est celle quelque part qu'on a évoquée tout à l'heure. Pour le fonctionnel, c'est tout simplement de relier, donc quelque part ne pas faire d'explicatif fonctionnel, mais uniquement de relier, d'indiquer la référence de l'exigence ou de l'item de backlog qui correspond à la portion de code qui est codée, qui est implémentée. Voilà, c'est les deux. Il y a globalement les deux principales écoles. Il y en a d'autres, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Donc voilà, pour résumer, soit on détaille, on donne de l'explicatif fonctionnel dans le code, soit on considère que la documentation, elle est plutôt à l'extérieur, et donc on entretient cette documentation et on fait référence dans le code aux exigences qui se retrouvent dans la documentation. Parfait, merci. Et pour votre question, Sylvain, pour le support, il sera disponible dans les 15 minutes après la fin du webinaire. Il sera disponible sur la plateforme Webical. Et Sylvain, donc, est-ce que vous avez des questions autres sur le contenu qui a été abordé? Non, je n'en vois pas. Très bien. Dans ce cas, je te donne la suite, Hamza. Eh ben, parfait. Ben, on va donner juste un petit exemple d'un projet qui s'est. Pardon, vous m'entendez? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends. Oui, oui, oui. Parfait. Donc, en annexe, on voulait parler d'un projet qui s'est à peu près mal passé chez Jiffy. Vous connaissez tous l'enseigne. Jiffy, c'est quoi? C'est 45 ans d'existence, un peu plus de 700 magasins dans 17 pays et un chiffre d'affaires de 1,3 million. Ah, il y a eu une coupure. On a perdu Hamza. Il a dû appuyer sur un bouton de l'interface WebIKEO qui l'a fait sortir. Ah, on a récupéré Hamza qui a appuyé sur un bouton sur lequel il ne fallait pas appuyer. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ou pas? Non, on te voit toi, mais pas l'écran encore. Ok. Là, ça revient. Écran. Oui, on voit le Jiffy, là, donc plus de 6500 personnes, etc. Alors, vas-y, poursuis. Eh ben, il y a 3 ans, Jiffy a lancé un grand projet de refonte de leur système d'information sous le nom de Millennium. Et l'idée, c'était d'intégrer dans le même système d'information un logiciel central. On parlait à l'époque de SAP, mais après, ça a changé. On ne sait pas toujours exactement de quoi il s'agit, pour centraliser toutes les informations, tous les flux de vente qui se passent partout en France, et pas que en France, mais partout au monde, pour permettre la planification, le rachat, l'approvisionnement de tous les magasins. Et ben, en 2023, quand ils ont fait l'intégration globale, ben, le fait est que l'information n'arrive plus à la centrale. Et donc, on ne sait plus combien il faut commander et combien est-ce qu'il reste de stock de chaque article. Et donc là,
c'est vraiment la pagaille partout. Et ce qui fait qu'en 2023, on a une perte et aussi des chiffres d'affaires de 9%. De grosses difficultés de trésorerie qui sont causées par la baisse des ventes. Il y a des magasins qui ont dû fermer à cause de ce manque d'approvisionnement. Et, euh, et, euh, et donc l'entreprise était obligée de faire un prêt des banques de 100 millions d'euros en février 2024. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Et en novembre, ben, le fondateur a dû mettre en vente le fonds de commerce. Aujourd'hui, on n'a pas la fin de l'histoire parce que c'est toujours en cours et il y a l'État qui a dû se saisir de ce dossier. Et donc voilà un exemple d'une mauvaise gestion de la partie amont du projet qui est de faire une bonne spécification, d'avoir des tests d'avoir une bonne documentation et qui fait que Alors, donc là, bon, pour résumer, donc voilà, donc c'est un contexte, on va dire, de MCO extrêmement douloureuse. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, il y a eu beaucoup de projets de cette nature. Donc, il y a très très longtemps, il y avait par exemple le projet Socrate à la SNCF. Il y a eu des projets Frégate chez EDF, etc. Donc, voilà, c'est des choses qui existent. Est-ce qu'il y a un sondage pour terminer ou pas d'autres éléments, Hamza? non, Non. non, ça sera tout. Ok. Eh bien, s'il n'y a pas de, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas, on revérifie donc pour y répondre. S'il n'y en a pas, donc bah, on va vous souhaiter à tous un bon repas et une bonne journée et au passage une excellente année. Eh ben, merci à toi, Wardy. Merci tout le monde pour la participation et à très bientôt. Merci à toi, Hamza, pour ton aide. Allez, au revoir. Merci, au revoir.